Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle webconférence organisée par les éditions VK en partenariat avec la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, première mutuelle des agents des services publics locaux et partenaire engagé pour leur protection sociale, leur santé et leur bien-être au travail. Cette visioconférence intitulée « Comment protéger la santé et adapter le travail des agents face au dérèglement climatique » se durera donc 1 heure en 3 séquences que je vais vous expliquer. En matière de changement climatique, on le sait, les collectivités locales sont en première ligne. Que ce soit pour la gestion des conséquences du dérèglement climatique, dans le cadre de leur politique publique, ou en termes d'adaptation, également dans le cadre des politiques publiques, ou bien en tant qu'employeur public. Sur ce deuxième aspect, trop souvent encore, la prise de conscience des collectivités locales, des employeurs publics locaux, intervient à la suite d'un épisode extrême qui a épuisé les agents, désorganisé les services. Or, on le sait aujourd'hui, les agents doivent déjà composer avec des aléas climatiques plus fréquents et intenses, et cela n'ira qu'en augmentant. L'exposition des agents varie en fonction de leur mission, des territoires, des capacités d'adaptation de leurs services, mais c'est en fait l'ensemble des métiers territoriaux est concerné. Les employeurs publics doivent agir pour 2 raisons principales, mais pas les seules. La première, c'est qu'en tant qu'employeur public, on a l'obligation de protéger la santé des agents en veillant notamment à préserver leur santé et leur intégrité physique durant leur travail. On verra ce cadre normatif. Et aussi l'adaptation des mesures de protection de la santé des agents publics pour tenir compte des changements de circonstances et tendre à une amélioration. Par ailleurs, cette question, je le disais à l'instant, va s'imposer de manière systémique eu égard les prévisions. Le 3e plan national d'adaptation du changement climatique confirme que la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation en France sera de plus 2 degrés en 2030, 2,7 degrés en 2050 et plus 4 degrés en 2100. C'est donc un enjeu qui va s'imposer de manière systémique et structurelle. Le même plan prévoit d'ores et déjà en 2025 que des mesures devront être prises pour préserver la santé des agents face aux impacts de ce dérèglement climatique et notamment du réchauffement dans le cadre de leurs conditions de travail, et qu'il faudra donc prendre des mesures pour adapter et prendre en compte leur santé. Donc, horaires décalés, réorganisation de l'occupation des locaux, adaptation des tenues, nous le verrons tout au long de cette webconférence. Mais surtout, ce 3e plan rappelle l'importance d'une approche de proximité, d'une approche locale pour mieux tenir compte des lieux, des caractéristiques géographiques, géologiques et des activités qui se déroulent sur les territoires dans lesquels les agents interviennent. C'est pourquoi nous vous proposons dans cette visioconférence de prendre une première séquence pour faire un état des lieux de cet enjeu et de poser les défis qui se posent aux collectivités locales et les évolutions prévues. Ensuite, nous vous proposons de poser les solutions, de regarder les expériences qui sont déjà conduites pour voir ce qu'il est possible de mettre en place d'ores et déjà. Mais surtout, et comme toujours, cette webconférence est l'occasion de répondre à vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà les poser et nos intervenants que je vais vous présenter sans plus tarder feront leur possible pour y répondre. 2 intervenants aujourd'hui. Pauline Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère prévention au service prévention et handicap de La Rochelle Agglo. Vous êtes également formatrice au CNFPT. Et Philippe Molière, bonjour. Bonjour. Alors Philippe, vous êtes responsable du département prévention et gestion des risques de la MNT. Alors, on vous propose de démarrer sans plus tarder pour ce premier plan état des lieux, enjeu posé par cette question, avec tout d'abord une question sondage. Vous savez qu'on aime bien aussi voir ce qu'il en est près de vous, dans vos collectivités. Avez-vous été confronté au cours des 3 dernières années à un événement climatique ayant eu un impact sur l'organisation de vos services ?
Pendant que vous répondez à cette question, je me tourne d'ores et déjà vers Philippe Molière pour revenir justement sur le contexte. Dès que j'aurai les réponses, je vous les donnerai. Comment, à la MNT, on prend conscience, la mesure de l'importance de ce sujet et des solutions qu'il faut trouver, de l'accompagnement qu'il faut apporter? Et quelles sont les évolutions que vous sentez avec les analyses actuelles? Merci. Tout d'abord, la prise de conscience, je crois qu'un peu comme tout le monde, on l'a depuis longtemps avec les rapports du GIEC, avec toutes les actualités qu'on voit évidemment s'accumuler avec les phénomènes d'amplification. Nous, on en a pris la mesure beaucoup plus concrètement, en fait, il y a de ça quelques années, puisqu'on a un dispositif qui vient en aide de nos adhérents qui sont victimes de catastrophes naturelles, et on verse une aide financière dans ce cas-là. Philippe, je me permets de vous interrompre parce que vous Oui. allez voir les résultats. Donc, ça va peut-être encore bouger, mais 73% de oui. Bon. Voilà, ça confirme ce que vous êtes en train de nous dire. Ouais, hélas, pas surprenant. Alors, oui, le phénomène, donc, on l'a vu par les aides qu'on verse à nos adhérents. On avait une vingtaine d'aides qui étaient versées chaque année il y a 5-6 ans. Et puis petit à petit, on a vu l'évolution du nombre de collectivités qui étaient touchées par les catastrophes naturelles, tout simplement par les parutions au journal officiel. Et ça nous a même amené à modifier notre système d'aide. Et en fait, il est multiplié par 20. C'est-à-dire que l'année dernière, on a apporté plus de 200 aides à nos adhérents qui étaient victimes eux-mêmes de catastrophes naturelles ou d'événements climatiques. Et puis, il y a un autre indicateur, ce sont les lignes de soutien psychologique que nous sommes amenés à activer. Avant, elles étaient ponctuelles, souvent pour une collectivité isolée. Et là, toutes ces dernières années, on a eu des événements massifs. On activait ces lignes de soutien psychologique pour un département entier. Ça a été le cas dans les inondations dans le Nord, ça a été le cas l'été dernier dans l'Aude pour les incendies. Donc, on a une massification qui est en train de s'opérer. Et puis, tout ça, évidemment, on s'en doute bien, ça a des conséquences sur la santé au travail des agents. Alors, effectivement, c'est un sujet que les collectivités appréhendent petit à petit. Ce webinaire est là pour le servir. Il y a des collectivités qui sont à la pointe. C'est le cas de Grenoble, La Rochelle, on va beaucoup en parler. Et puis, certains CDG mènent des actions également pour des petites collectivités. Mais on voit bien qu'il faut aller plus loin et qu'on est dans une phase d'adaptation qui doit être approfondie. Les dommages aux biens, ils sont connus, documentés par les collectivités. C'est souvent par cet angle-là, d'ailleurs, qu'ils ont été pris par les collectivités. Mais ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas que les dommages aux biens. Il y a aussi tout l'impact sur les agents eux-mêmes qui remplissent les missions de service public. Et donc, il ne faut absolument pas oublier leur santé à eux dans ces événements-là. On en a eu une illustration très concrète dans la crise sanitaire. C'est effectivement les agents qui étaient en première ligne, fragilisés eux-mêmes. Et évidemment, sans ces agents, le maintien du service public n'est pas possible. Alors, je le disais, je passe vos slides avec les chiffres pendant que je pose ma question à Pauline. Pauline, je le disais dans mon introduction, malheureusement, en tant qu'employeur public, aujourd'hui, on a encore trop d'employeurs publics qui prennent conscience de cet enjeu lorsqu'un événement extrême intervient. Est-ce que ça a été le cas à La Rochelle? Et vous, comment vous avez pris conscience de cet enjeu et de l'impact sur la santé des agents, et donc dès lors qu'il fallait mettre en place des solutions? Alors, bonjour à tous. Alors, chez nous, l'événement clé, finalement, ça aura été les vagues de chaleur à répétition durant l'été 2022. Alors, bien sûr, on avait eu des étés caniculaires auparavant, mais cette grosse vague de chaleur, alors partout en France et aussi à La Rochelle, nous a amené à nous questionner finalement sur les conditions de travail des agents et puis surtout le service public. Comment rendre un service public de qualité alors qu'on n'arrive pas à gérer les températures dans certains de nos locaux. Et puis, à la suite de cette vague caniculaire, on a connu, durant l'hiver 2022, un objectif de sobriété énergétique, alors en lien avec la crise en Ukraine notamment. Et là, on nous demandait plutôt de réduire nos consommations d'énergie, donc de réduire la température de l'eau, réduire la température du chauffage, ce qui a mis à mal aussi nos agents dans leur pratique.
Du coup, en parallèle, fin 2022, l'ANAC, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, a publié un appel à manifestation d'intérêt visant à effectuer le lien entre le travail, les conditions de travail et la transition écologique que nous sommes en train de vivre. Et c'est donc dans ce cadre que La Rochelle, ville et agglomération, se sont engagés dans un projet en faveur de l'amélioration des conditions de travail. Et qu'est-ce que du coup, voilà, qu'est-ce que vous avez, mis en place et comment vous vous y êtes pris aussi? C'est très important. Alors concrètement, il a d'abord fallu, poser le diagnostic. En l'été 2022, moi, je venais tout juste d'arriver à La Rochelle, Mmh. donc je me suis emparée un petit peu des documents obligatoires existants, dans une collectivité, tels que le document unique. Là, l'idée était de voir si effectivement l'impact de la chaleur au travail avait été identifié dans l'évaluation des risques. Alors pas trop de surprises, hein, c'était pas trop le cas chez nous. Du coup, c'était une grande piste, pour les progrès à venir par la suite. Je me suis également emparée des registres de santé et sécurité au travail. C'est un document dans lequel les agents ou les usagers peuvent déclarer les situations un petit peu critiques et un petit peu difficiles. Et là, on avait de nombreux retours durant les étés sur des bâtiments dans lesquels la température montait à 35, 36, 37, voire plus. On avait des déclarations aussi sur des piqûres d'insectes, on avait des fortes chaleurs, des malaises, etc. Donc, je me suis emparée de tout ça. J'ai regardé aussi nos déclarations d'accidents de service. Donc, on s'aperçoit qu'effectivement, pendant des périodes de forte chaleur, on a plus d'accidents. Alors, pas forcément sur les périodes de canicule même, mais plutôt 1 à 3 jours après les périodes de canicule. Je me suis également emparée des procès-verbaux, alors des CHSCT anciennement, mais maintenant on parle de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail, où la question de la chaleur est régulièrement abordée. Et puis, j'ai déployé un questionnaire auprès de l'ensemble de nos chefs de service encadrants pour savoir comment ils avaient vécu l'été 2022 au travail et qu'est-ce qu'ils avaient pu mettre en œuvre pour accompagner les agents durant cette période un petit peu difficile. Et puis, on avait une dernière petite question, c'était quels seraient vos besoins pour le futur? De quelle manière vous auriez besoin d'être accompagné pour gérer au mieux ces vagues de chaleur? Et à partir de tous ces éléments, j'ai pu extraire 4 principales thématiques finalement qu'il faut aborder quand on parle du travail à la chaleur. C'est d'abord la question du bâtiment. Alors La Rochelle, on a un magnifique patrimoine bâti dans le centre-ville dans lequel nos agents travaillent au quotidien. Mais ces vieux bâtiments ne sont pas toujours pourvus de volets. L'isolation n'est pas toujours optimale. Donc voilà, il faut régler ces questions-là. On avait aussi la question de la gestion du public et du service public, parce qu'en tant que collectivité territoriale, on se doit de recevoir le public dans de bonnes conditions. Je pense notamment aux maisons de retraite, aux crèches, aux écoles, à l'état civil et bien d'autres lieux où il faut s'assurer de la sécurité de nos agents, mais aussi de celle du public. On avait la question de l'activité des agents. On sait qu'on a des métiers où on est forcément en extérieur durant les périodes de forte chaleur. Je pense notamment aux agents des espaces verts, à la police municipale, qui est toute vêtue de noir, équipée d'un gilet pare-balles assez lourd. Ils ont une mission de sécurité, donc pour le coup, ils doivent être dehors, quelles que soient les conditions climatiques. Et enfin, on avait la question de l'organisation du travail ou des services. On voulait s'interroger sur de quelle manière on peut proposer du télétravail à des agents lorsqu'il fait trop chaud dans les bâtiments, de quelle manière on peut leur permettre d'embaucher plus tôt, débaucher plus tôt, réduire la pause déjeuner. Voilà, pour nous, c'était important de poser ce socle. Et puis, derrière, on a ciblé nos services qui avaient le plus de problématiques, ceux qui souhaitaient le plus être accompagnés. Et puis, on s'est intéressé aussi aux questions de genre. On sait maintenant, de par de nombreuses études, que les femmes, généralement, sont plus impactées par la chaleur que les hommes, alors pour diverses raisons. Hein. Mais en tout cas, c'était intéressant pour nous d'avancer aussi sur ce sujet. Et forte de ces résultats, on a pu composer des petits groupes de travail et réfléchir conjointement, en allant sur le terrain également, à quelles mesures on pouvait mettre en place en faveur de tous. Donc vous avez co-construit en fait à partir de ce diagnostic, vous avez co-construit, les réponses qu'on verra tout à l'heure.
en partant aussi des besoins, hein, des agents. Vous allez nous Tout le à fait. Alors, au début, j'ai plus associé les encadrants, les décideurs, parce que je me disais, mmh bah, ça aura peut-être plus d'impact, on va avancer plus vite. Et finalement, bah, je me suis rapidement aperçue qu'en allant sur le terrain, les agents, ils étaient force de proposition. Parce que depuis des années, ils rusent finalement, ils le vivent, c'est hein, ça. le travail à la chaleur, hein. Il y a toujours des journées chaudes l'été. Ils le vivent, ils rusent et ils ont souvent plein d'idées et plein de suggestions. Moi, mon rôle était d'accompagner finalement la mise en œuvre de ces actions en associant par la suite les encadrants et nos décideurs et nos élus, et puis avancer petit à petit. Et puis, on a aussi associé des partenaires un petit peu extérieurs, je dirais des fournisseurs de pays notamment, de manière à pouvoir tester les innovations qui sont en Mmh cours. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Votre diagnostic, enfin votre état des lieux passé donc, en interne, vous l'avez vu, en faisant le point sur les documents, ce qu'il en était, qu'est-ce qu'on avait déjà identifié dans la collectivité, mais aussi une approche territoriale, hein? Alors, une approche territoriale évidemment, parce que quand on parle prévention, santé, sécurité et environnement, il faut Mmh aussi se concentrer sur l'évolution, sur le réchauffement climatique qu'on est en train de vivre. Donc, avec nos différents services sur place, j'ai eu accès à une analyse de la vulnérabilité de notre territoire. Finalement, qu'est-ce qui va se passer à La Rochelle dans les C'est années à ça. venir et dans le futur? Alors, on voit que les vagues de chaleur, ça arrive tout en haut de notre liste. Mais on est aussi un territoire littoral. On est impacté par les risques de submersion, de tempêtes, de vent. Donc voilà, on travaille aussi sur ces chantiers-là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la chaleur, mais voilà, on s'intéresse à tous les impacts du changement climatique pour les années à venir. Il y a également un site qui est fort intéressant et que je conseille à tous. C'est sur le site de Météo France. On peut avoir accès à notre diagnostic climatique. Ça s'appelle Climadiag et ça nous permet de voir l'évolution des températures localement à l'échelle d'une commune en 2030, 2050 et 2100 au vu de la trajectoire nationale. Nous, on voit qu'à La Rochelle, par exemple, en 2050, on devrait avoir 5 journées de plus supérieures à 35 degrés. Donc voilà, il faut en tenir compte et ces éléments, bah, ça nous permet de convaincre aussi et d'accompagner la prise de conscience face au réchauffement climatique. Oui, ce qui est important, je me permets de rappeler et ce que Philippe Molière mentionnait, dans son introduction, c'est que, dans son propos, c'est que, effectivement, ça fait quelques années qu'on s'ajuste, qu'on s'adapte, mais que là, l'intensité et la fréquence, de ces événements arrivent à un point aujourd'hui où structurellement et de manière systémique, on doit s'organiser. Alors, je vous ai parlé, pardon. Ah Philippe, vous vouliez? Oui, pardon, oui, Allez-y, le résultat du allez-y. sondage montrait effectivement, on voit bien qu'il y a une accélération. Malheureusement, toutes les prévisions du GIEC ont à chaque fois été dépassées. Donc, les Mmh chiffres que vous donniez en intro, voilà, on verra comment ça mh. évolue. Effectivement, il y a une intensification. Les vagues de chaleur sont un des phénomènes, comme le disait Pauline, mais c'est évidemment pas le seul. Merci. Alors Pauline, ce diagnostic, cet état des lieux, vous avez aussi pris en compte, eh bien, le cadre réglementaire aussi? Et bien sûr, et ça c'est aussi important parce que ça nous permet d'avoir un socle commun à tous, Mmh mh. qui nous donne un petit peu les grandes lignes à suivre. Donc dans les collectivités, on est soumis au décret 85-603 du 10 juin 85 qui nous dit, qu'on doit respecter, le code du travail pour les livres 1 à 5. Donc on a tout un tas de chapitres qui concernent effectivement la prévention, l'amélioration des conditions de travail en s'appuyant sur nos 9 principes généraux de prévention. Et puis très récemment, quand même, enfin, on a eu le décret 2025, donc du 27 mai 2025, qui lui est venu nous donner des précisions sur les risques liés à la chaleur pour les travailleurs. Alors celui-ci, on l'attendait depuis longtemps, pour autant on avait pu anticiper, il y avait beaucoup de règles de bon sens et qui étaient déjà données par l'INRS. Il est venu nous donner 2 éléments essentiels quand même, enfin 2, même plus, mais je dirais la mise à disposition d'eau pour nos salariés, pour nos agents.
Donc, il est venu quantifier un petit peu la quantité d'eau. On est à 3 litres par travailleur et par jour. Et puis, ce décret, il nous dit aussi, alors il est accompagné d'un arrêté, bien sûr, il nous dit qu'on doit se caler sur les alertes de Météo France, les veilles sanitaires comme on peut avoir, les veilles saisonnières, donc le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Et finalement, tout employeur doit proposer des mesures de prévention en s'appuyant sur ces niveaux d'alerte. Donc voilà, on a pris en charge aussi ce travail et on s'est dit, pour chacun de nos services, en fonction du niveau d'alerte, quelles vont être les réponses apportées. Alors voilà, ce diagnostic vous permet de poser la question finalement, comment gérer les risques professionnels induits par les températures externes. Nous, l'objectif était de préserver nos 5 grands enjeux finalement au travail. D'abord l'enjeu humain, hein, on veut que les agents rentrent chez eux en bonne santé, ne fassent pas un malaise au cours de la journée. Donc, on veut préserver cette ressource-là. L'enjeu social, l'enjeu économique, le juridique et bien sûr l'environnemental. On a souhaité que chacune des actions mises en œuvre soit en faveur de la préservation de l'environnement. Donc, il n'était pas question pour nous de distribuer des palettes de bouteilles d'eau toutes les journées où il fait chaud. Voilà, on a plutôt opté pour des gourdes qu'on peut réutiliser et garder pendant plusieurs années. Et ça, on a essayé de le garder pour chacune de nos actions. Alors, voilà, de toute manière, la transition est toute faite avec votre intervention. On va rentrer dans la séquence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les solutions? Vous avez expérimenté des solutions à La Rochelle. Philippe Molière mentionnait Grenoble. On va en voir d'autres. Dans un premier temps, Philippe, je vais poser d'abord notre deuxième question sondage. Vous avez commencé par ça, hein, semble-t-il, lorsque vous êtes arrivée, Pauline. Avez-vous évalué les risques liés à la chaleur dans votre collectivité locale? Donc ça, c'est la deuxième question sondage que nous vous proposons pour rentrer maintenant dans cette séquence où l'on va un petit peu décortiquer ensemble les solutions possibles. Voilà, donc en attendant réponse à ce sondage, je vous propose, Philippe, comme tout à l'heure, je me permettrai de vous interrompre lorsque j'aurai les résultats du sondage. Alors Philippe, comment, à la MNT, vous proposez d'accompagner les collectivités locales? L'Observatoire de la MNT vient de sortir, vous allez en parler, hein, sa 33e étude qui a été réalisée avec 4 élèves administrateurs territoriaux. Alors, je vais les mentionner, hein. Émilien Bayette, Baptiste Guimard, Thomas Loyot et Perrine Recourt à Nguyen. Et cette étude, vous l'avez conçue comme un guide pour accompagner les collectivités. Alors, il y a l'étude et j'imagine d'autres analyses et d'autres retours de terrain que vous avez. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce que l'on propose pour accompagner les collectivités locales, employeurs publics, face à ce défi? Et j'ai les résultats du sondage. Comme ça, je ne vous couperai pas. 57% des personnes ont évalué les risques liés à la chaleur des collectivités locales, ont évalué les risques liés à la chaleur dans leur organisation. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà, ce sondage? 2 mots. 57, c'est déjà pas mal. Oui, non, mais c'est bien. Enfin, de toute façon, là, on a tous vécu les étés passés et on voit bien que ça a des conséquences. Après, on a souvent la mémoire un petit peu courte et en fait, ce que l'étude vise à montrer, enfin, cette étude qui vient tout juste de sortir, hein, qu'on a publiée à l'occasion du Salon des maires, elle est là pour faire un état des lieux un peu global. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on va beaucoup parler du travail et la chaleur. Hein, comme on le disait tout à l'heure, ce n'est pas le seul facteur qui survient. D'ailleurs, l'INRS que mentionnait Pauline, elle dit dans ses études que tous les risques professionnels, en fait, sont concernés par le changement climatique. Juste un autre exemple, le risque chimique. Il est clair que dans une déchetterie, en plein été, le risque d'exposition à la chaleur, il est majeur parce qu'on est sur des plateformes où il y a une chaleur intense, mais forcément, il y a aussi des émanations toxiques qui sont renforcées du fait de la volatilité des produits chimiques. Et en fait, à peu près tous les risques professionnels sont amplifiés. Les risques psychosociaux aussi, ils sont amplifiés parce qu'on sait très bien qu'en période de forte chaleur, eh bien, il y a une agressivité interpersonnelle ou des groupes qui est plus importante. Donc, en fait, ce que cette étude de l'Observatoire aborde, c'est le sujet de manière assez globale. Ce sont des guides managériaux. Donc, on va beaucoup s'intéresser
à l'organisation du travail. Et ça, c'est vraiment le sujet, c'est l'organisation du travail. Et puis, on va regarder dans cette étude également quelques exemples de métiers qu'on peut prendre en exemple. Alors, effectivement, tous les métiers de travail en extérieur, on y pense évidemment quand on est en période de forte chaleur, mais ça ne veut pas dire que les personnes qui travaillent à l'intérieur des bâtiments sont à l'abri. Si le bâtiment est bien isolé, ça va, on s'adapte. Mais si par contre on est dans un bâtiment mal isolé, le problème n'est pas réglé, loin de là. Donc cette étude, elle fait un tour d'horizon assez large parce qu'elle va également regarder dans les métiers au sein des collectivités, des métiers qui sont concernés par les enjeux climatiques et environnementaux en termes de métiers dits verdissants, c'est-à-dire que ce sont des métiers qui ont une influence directe non seulement sur l'adaptation, mais également sur l'atténuation, puisque ce sont bien les deux leviers sur lesquels il faut agir. Donc il y a des métiers dans les collectivités, il y a des engagements dans les collectivités qui jouent sur la réduction en fait des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, il y a des métiers qui vont de plus en plus être concernés par ces enjeux-là, qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, mais qui évoluent. Ça a été, par exemple, le cas du métier de jardinier. Le métier de jardinier, avant, c'était vraiment entretenir. Petit à petit, on voit bien que par le verdissement des collectivités, par tout le travail qu'il y a aussi de pédagogie parfois par rapport aux populations, ce sont des métiers qui évoluent. Ils ont évolué avec le zéro phyto, ils continuent d'évoluer. Donc cette étude, elle aborde aussi cette évolution des métiers et donc inévitablement l'évolution de l'organisation de ces métiers. Et puis comme toute étude de l'Observatoire, elle va chercher par des témoignages, des bonnes pratiques, des pistes, des expérimentations qui ont été faites pour tirer des axes en fait qui peuvent être proposés à l'ensemble des collectivités. Le sujet de l'évaluation des risques, et je pense que Pauline va peut-être y revenir, ça peut paraître un peu passé. On se dit, d'accord, il va encore nous parler du document unique d'évaluation des risques professionnels. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous rabâche ce sujet-là. Oui, sauf que là, on est vraiment devant une telle évolution des risques professionnels qu'il faut quand même le penser comme aujourd'hui non seulement une nécessité, mais une opportunité pour les collectivités de réévaluer en fait l'ensemble des risques professionnels. Il y a la question de la chaleur qui vient percuter plein de métiers, mais ce n'est pas les seuls. Donc, si moi j'ai un message à passer, c'est celui-là. C'est l'occasion de refaire le point sur cette évaluation des risques professionnels à l'aune du réchauffement climatique pour se réinterroger et du coup mettre en place des mesures d'adaptation métier par métier. Et c'est là où Pauline a, je crois, pris les choses par le bon bout, c'est qu'on ne peut pas le penser du haut, un sujet comme celui-là. Il faut aller sur le terrain, il faut aller sur les situations de travail. La plupart du temps, les agents, ils ont fait avec, donc ils savent aussi ce qu'il faut amener. Et puis, l'encadrement, évidemment, il a un rôle essentiel. Et le portage politique au sein de la collectivité, il est absolument déterminant. C'est une des préoccupations des élus. Ils le disent dans toutes les enquêtes. Il y a une vraie préoccupation, une vraie sensibilité qui est en train de monter, parce que c'est la réalité qui s'impose à nous. Et oui. Donc voilà, donc c'est aussi cette étude, elle vise aussi à parler de ça, de l'embarquement, de l'implication en fait de toutes les strates dans la collectivité, des élus, aux managers et aux agents. Est-ce que, comme vous avez en tête des exemples, en dehors de ce que va nous expliquer Pauline, de réévaluation des risques, enfin qui vous auraient particulièrement marqué ou qui sont notés dans l'étude, qui permettent d'illustrer vraiment l'enjeu? Oui, je l'ai évoqué, les risques chimiques, ils sont très présents. Vous savez, ça va dans tous les domaines. Par exemple, le risque routier, qui est un risque très classique pour tous les agents qui sont sur la route. Le risque routier, il est quand même aussi influencé par les conditions météo. Donc, quand vous travaillez en période de très forte chaleur ou à l'inverse, et c'est évident quand il y a des périodes de pluie intense ou de grand froid, ces amplifications des phénomènes météorologiques, ils ont une influence aussi sur le risque routier. Enfin, tous les risques, et encore une fois, les risques psychosociaux sont très influencés aussi. Pauline évoquait l'hydratation avec les gourdes. On voit bien que tout ce qui est troubles musculo-squelettiques va aussi être influencé. Enfin, ce sont tous les risques professionnels qui sont concernés. Oui, ça, c'est ce que vraiment vous notez dans l'étude et ce qui remonte du terrain pour vous.
vraiment. Oui, oui, Parce oui, qu'on c'est aurait vraiment… tendance à penser que, voilà, moi je suis cadre, pardon, hein, je suis cadre, je suis dans mon bureau, je travaille toute la journée sur l'ordinateur, je vais échapper à cette tendance. Sans doute pas. Enfin, de toute façon, même si vous êtes dans un bureau qui est… alors je ne vais pas employer le mot climatisé parce que c'est de la maladaptation. Mais en Voilà. tout cas, vous êtes dans un bâtiment où finalement, le bâtiment est bien isolé, vous êtes à l'abri. Il n'empêche quand même que ces enjeux de santé au travail, ils vont s'inviter chez vous. À partir du moment où vous encadrez une équipe, l'équipe, elle va être concernée et les problématiques vont remonter jusqu'à vous. Il y a un sujet qui est évident. Les collectivités, elles sont là pour rendre des services à la population. Et je ne l'ai pas dit dans mon intro, mais c'est l'occasion de le citer. En fait, quand on est dans des phénomènes extrêmes comme ceux-là, la demande de services publics, elle est encore plus importante. L'aide aux populations, elle est encore plus importante. Et dans le même temps, on a des agents qui eux-mêmes, parce qu'ils ont éventuellement des fragilités de santé, ne pourront pas être disponibles ou en tout cas vont être eux-mêmes concernés par des événements climatiques. Enfin, quand on a une inondation massive, les agents eux-mêmes, ils ont peut-être leur propre maison qui est inondée. Donc, faire face à des événements comme ceux-là, quand ils sont très courts, sur 2-3 jours, on s'organise. Mais quand les événements se prolongent, qu'ils se répètent, la santé des agents, de leur famille, elle est elle-même concernée. Donc, vous risquez d'avoir des phénomènes d'absence au travail pour des raisons de santé aussi. Et au même moment, vous avez une demande de service public qui est encore plus importante. Et là, il y a un vrai risque d'effet de ciseau où la collectivité risque de ne plus avoir les moyens de remplir ses missions de service public. Donc ça, il faut vraiment le penser en amont, parce que si ça n'a pas été anticipé, on va se retrouver dans des circonstances comme celles qu'on a vues au moment de la crise sanitaire, qui a un peu surpris tout le monde. Les collectivités qui s'étaient préparées, qui avaient déjà des plans de continuité d'activité ou qui avaient des plans en fait, qui modélisaient ça, se sont très rapidement adaptés, même si le phénomène était nouveau. Alors que si on n'est pas préparé, évidemment, on est pris par surprise. J'ai échangé au Salon des maires avec le directeur des opérations de la Croix-Rouge. De toute façon, les plans, c'est fait pour, je crois que les militaires disent, la première victime en temps de guerre, c'est le plan. En fait, ça ne se passe jamais comme on a prévu. Exactement. Voilà. Et ça viendra d'un endroit où on ne l'attend pas. Il y avait dans les vues qui sont passées rapidement, il y avait le moustique tigre. D'après la Croix-Rouge, c'est peut-être là qu'est la prochaine grande problématique de santé publique qu'on risque de rencontrer. Le moustique tigre, il est présent partout. C'est une des conséquences du réchauffement climatique. Et il y en a plein d'autres. Mais en tout cas, on peut avoir des survenances auxquelles il faut être préparé. Et même si ce n'est pas celle qui arrive, si on s'est préparé, ça se passera mieux. Exactement, ça permettra d'être agile, résilient et en tout cas d'anticiper. Alors Pauline, Philippe, peut-être aviez-vous d'autres éléments à ajouter? Non, je vais laisser Pauline. Voilà, de toute façon, on continue la discussion. Justement, se préparer. Alors Pauline, qu'est-ce que vous faites, vous? Donc la collectivité en 2022 prend vraiment conscience au croisement de 2 crises majeures de ce défi-là, de la santé des agents dans le cadre du dérèglement climatique ou de crise. Qu'est-ce que vous mettez en place? Je crois qu'on peut appeler une expérimentation, ce que vous avez conduit, que vous allez nous partager. Oui, tout à fait. Alors effectivement, je vous disais tout à l'heure, fin 2022, on pose le diagnostic et là, très rapidement, avec mes collègues, on se dit, il faut être prêt pour l'été 2023. Il faut commencer à tester des actions pour améliorer les conditions de travail des agents. J'essaye de retrouver ma diapo. Donc voilà, on a fixé nos premiers objectifs. On s'est dit, rapidement, il faut qu'on identifie et qu'on mesure les risques professionnels. Donc ça, il y a un seul outil, Philippe le disait très bien. Il est super cet outil, même s'il faut y passer du temps et qui parfois, il nous paraît complexe, mais pour autant, il est essentiel et indispensable, c'est le document unique. Plus le document unique est vivant et plus il sera complet, plus c'est facile d'agir pour améliorer les conditions de travail. Là encore, je vous encourage vivement à le faire parce qu'il est essentiel. On voulait également mobiliser les agents autour de l'écologie.
parce que parler des conditions de travail, de la prévention des risques sur le terrain, c'est pas facile, mais leur parler en même temps du réchauffement climatique, de l'évolution du climat, Oui. ça devient là encore plus complexe. Donc il faut, sans effrayer, arriver à parler de ce qui se passe le plus objectivement possible. Donc là, il y a des techniques qui existent et puis nous, on a décidé, alors ça a pris un petit peu de temps au sein de la collectivité, mais de sensibiliser l'ensemble de nos agents via la fresque du climat notamment, de manière à ce qu'on puisse tous parler le même langage. Et ça, c'est largement facilitateur. Et puis, dès le début, on voulait proposer, mettre en œuvre des actions de prévention pertinentes et adaptées en prenant en compte ce que je vous disais tout à l'heure, le vécu de nos agents sur le terrain. Donc là, le service prévention a eu plus un rôle d'accompagnement, de facilitateur aussi pour mettre en œuvre ces actions. Puis l'objectif pour nous, c'était qu'à chaque fois qu'on mettait en place une action, c'était de l'évaluer derrière, pour voir si ça apportait du bien-être aux agents, du confort au vu des fortes chaleurs. Donc, on a établi aussi des petites grilles de manière à pouvoir coter toutes nos actions. Alors, certaines ont vite été écartées parce qu'elles apportaient plus de contraintes finalement que de bienfaits. Et celles qui, au contraire, étaient jugées plutôt pertinentes et efficaces, on a essayé de les déployer d'autant plus. On a également mis en place un certain nombre d'outils. Le premier, ça a été l'observatoire, enfin on l'a appelé l'Observatoire de la santé et de la sécurité au travail. L'idée pour nous était de suivre les accidents du travail, mais aussi de trajet, de manière à savoir quelles étaient les conditions météorologiques lors de la survenue de l'accident. Derrière, on veut voir effectivement de manière objective quel est l'impact du réchauffement climatique sur la santé de nos agents. Est-ce que ça génère plus d'accidents ou à contrario, est-ce que la tendance reste plutôt stable? Alors après 3 années de recul, on se rend bien compte qu'il se passe des choses, à la fois quand il fait très chaud, mais aussi quand il fait très froid. Quand il fait très chaud, alors on se rend compte qu'on a une recrudescence d'accidents, je vous le disais, sur les jours qui suivent les périodes de forte chaleur. Et en termes de typologie, on s'est rendu compte que depuis 2 ans, on a beaucoup de piqûres d'insectes avec des réactions allergiques fortes sur nos agents. Donc là, ça nous a amené une petite action de prévention. Alors, je vous l'ai dit tout de suite, même si j'y reviendrai après, on a changé la couleur des vêtements de travail haute visibilité de nos agents. Ils étaient tous en jaune fluo. Et on s'est aperçu que le jaune fluo attirait beaucoup les insectes, alors que le orange les attire beaucoup moins. Donc, on a changé petit à petit la couleur des vêtements de travail. Et cette année, durant l'été 2025, on n'a eu aucune piqûre d'insectes avec une réaction allergique. Donc, on se rend bien compte qu'il y a un effet. Et là, c'est tout de suite. Et que les solutions sont parfois toutes simples. Toutes simples. Comment, par exemple, est-ce que ça, c'est une solution qui est venue du terrain ou c'est des études scientifiques que vous aviez repérées? Non, alors c'est venu du terrain. Moi, j'avais les voilà. statistiques sous la main. Après, je suis allée voir mes collègues des espaces verts. Et puis, d'eux-mêmes, ils s'étaient aperçus que quand ils posaient, quand un collègue était équipé de jaune et l'autre de orange, tous les insectes allaient vers le collègue jaune. Et c'est eux qui m'ont dit, ça serait intéressant qu'on passe tous au orange, parce que pour le coup, on attire moins les insectes. Et voilà, on l'a testé à plus grande échelle. On a changé petit à petit les vêtements. On a attendu qu'ils soient usés pour acheter de nouveaux vêtements de la bonne couleur. Maintenant, on commence à voir quasiment tous nos agents équipés de orange, au moins ceux qui doivent être équipés en haute visibilité. Et voilà, le travail porte ses fruits. Donc là, ça a été une bonne idée du terrain qu'on a pu accompagner et déployer par la suite. On a également la chance d'avoir dans notre collectivité ce qu'on appelle une aide financière. Donc, on a une enveloppe tous les ans qu'on attribue à des services qui à la fois sont à jour de leurs documents uniques et qui ont besoin d'un petit soutien financier pour mettre en place des actions de prévention. Et dès l'été 2023, on leur a dit qu'on favoriserait les demandes en lien avec le travail par forte chaleur. Donc là, nos collègues ont eu des idées, tout un tas d'idées. On a pu financer l'installation de ventilateurs, de brasseurs d'air qu'on installe en plafond. Ça, on a de très bons retours. Donc maintenant, on le déploie dans beaucoup de bâtiments. On a pu installer des films aussi sur les vitres, de manière à ce que la chaleur rentre moins. On a testé des EPI aussi rafraîchissants. Donc voilà, le fait de pouvoir en parler et de se dire que dans le cadre de l'aide financière, on allait favoriser ces actions-là, il y a eu toute une émulation autour du travail à la chaleur.
On a également déployé ce qu'on appelle, nous, un plan d'action sécurité. L'idée, c'est que les bonnes idées ne tombent pas aux oubliettes au bout de quelques mois. On vient les tracer dans un petit tableau et ça nous permet de les reprendre, de les suivre et de s'assurer qu'elles sont bien mises en place et surtout de revenir vers les services derrière quand on se rend compte que les actions ont été mises en place et qu'on veut savoir si elles sont efficaces ou non. Donc, je vous parlais des ventilateurs, mais on a fait des dotations en gourde, en brumisateurs. On a mis en place des abris sur certains sites aussi. Je vous montrerai les photos par la suite. Il fallait également communiquer, sensibiliser l'ensemble de nos agents. Donc, une des demandes au début du process, c'était que les encadrants, ils étaient parfois un petit peu démunis. Ils ne savaient pas comment s'y prendre, qu'est-ce qu'ils étaient autorisés à faire aussi. Je vous parlais des temps de travail, mais qu'est-ce qu'ils étaient autorisés à faire pour permettre de faire commencer leurs agents plus tôt ou débaucher plus tôt. Parce que tout ça, ça nécessite aussi des procédures et un suivi. Donc, on a déployé un livret qu'on a appelé « Travail par forte chaleur ». Il y a 2 parties essentielles. Il y a un premier guide qui est dédié à l'encadrant. Donc, c'est sa petite boîte à outils. Qu'est-ce que je peux faire quand je sais qu'il va y avoir des fortes chaleurs? Qu'est-ce que je peux faire aussi plusieurs mois avant, dès le mois de janvier, février, de manière à pouvoir préparer l'été à venir? Et surtout, quand je suis en alerte orange, rouge, de quelle manière je vais aller accompagner mes agents sur le terrain, notamment ceux qui auraient des fragilités, des soucis de santé, comment faire au mieux pour chacun. Et puis la deuxième partie, c'est plutôt le guide pour l'agent. Je suis agent, je dois travailler, il fait chaud dans mon bureau, comment j'alerte? Qu'est-ce que c'est finalement chaud dans mon bureau? Ou je suis en extérieur, comment je me protège, comment je me préserve? Quels sont les signes d'un malaise lié à la chaleur? Voilà, l'idée, c'était de rassembler dans un seul et même document toute cette petite boîte à outils pratiques pour chacun. Bien sûr, tout ça, ça devait s'accompagner d'un affichage. Qu'est-ce que je dois faire quand il fait chaud? À quelle fréquence je m'hydrate? À quel moment je dois m'arrêter parce que ce sont les signes d'un malaise? Qui je dois contacter aussi si je me sens mal? Et comment être vigilant vis-à-vis de mes collègues et comment alerter derrière. Donc, tout ça, c'est repris dans des petites consignes qu'on affiche, nous, dès le début de la veille saisonnière par rapport à la chaleur, donc dès le mois de juin. Tout à l'heure, Philippe nous parlait de l'évaluation des risques effectivement qui sont amenés à accroître lorsqu'il fait très chaud. Moi, j'ai proposé à nos services, à nos collègues, un petit tableau qui synthétise les situations finalement dangereuses pour les collègues. Alors, on a créé, nous, 2 catégories, celles qui ont un impact direct, enfin là où la chaleur a un impact direct sur les risques professionnels, et là où la chaleur est un facteur aggravant. Donc, on parlait notamment du risque routier. Pour ce qui est de l'impact direct, bien sûr, on a nos déplacements professionnels. Je dois prendre un véhicule de service, je dois circuler à vélo ou en tant que piéton. De quelle manière je me préserve de la chaleur? Et puis, quand je suis dans mon bureau ou en extérieur, de la même manière, comment se préserver de la chaleur? Et puis, on s'est aperçu, quand on travaille dans notre bureau, donc là, pour les facteurs aggravants, généralement, on a tendance à fermer les volets pour se préserver de la chaleur. On vous dit, vous aérez tôt le matin, vous fermez les volets à 9 ou 10 heures. Comme ça, le soleil et la chaleur ne pénétreront pas dans vos locaux. Oui, mais quand on fait ça, finalement, l'ambiance lumineuse n'est plus la même. On a tendance à être dans un environnement sombre et effectivement, ça va pouvoir provoquer des problématiques au niveau des yeux. De la même manière, quand on aère tôt le matin, on sait que c'est l'horaire en général où les circulations sont assez fortes. On a tendance à faire rentrer tous les polluants à l'intérieur et puis à la garder bien renfermée toute la journée alors que la chaleur monte. Donc, à La Rochelle, on a aussi souhaité voir la qualité de l'air intérieur dans nos bureaux. Donc, on a installé des petites sondes pour voir comment, au fil du temps, évoluer la qualité de l'air intérieur. Donc là, pas trop de surprise, ça se dégrade au fil de la journée. Pour autant, on ne peut plus aérer parce qu'il fait trop chaud. Donc, on n'a pas forcément de solution encore, mais en tout cas, c'est un paramètre intéressant à investiguer. On a aussi la question du rayonnement solaire. Là, quand on est en extérieur, on est impacté par les UV en direct. Donc, on a voulu aussi protéger nos agents en les équipant peut-être de lunettes de soleil. On leur a proposé aussi des crèmes solaires. Alors, on s'est rapidement rendu compte que c'est vraiment pas facile parce que les agents qui travaillent en extérieur, ils n'ont pas toujours les mains propres. La crème solaire, il faut la réappliquer toutes les heures ou toutes les 2 heures en fonction des caractéristiques.
L'idéal étant d'être le plus couvert pour se protéger des UV. Donc voilà, on continue à tester tout un tas de choses pour les préserver de ces UV. On a également, vous en parliez tout à l'heure, Philippe, l'inhalation de substances volatiles. Quand il fait chaud, nos solvants, ils s'évaporent et on les respire. On a également la question de l'incendie, du risque d'incendie, du risque d'explosion avec certaines substances. On a le risque biologique, donc on sait qu'avec le réchauffement climatique, on aura beaucoup plus de moustiques, mais également de tiques, de frelons. Les pollens, les périodes durant lesquelles on est exposé, ça arrive beaucoup plus tôt, ça se termine beaucoup plus tard et on en a beaucoup plus aussi. Donc tout ça, ça a un impact sur nos agents. Sans oublier bien sûr les risques psychosociaux. On sait très bien que quand il fait chaud, on devient un petit peu tendu, le public aussi. On a beaucoup plus de situations d'agressivité. Et puis on a aussi la question de certains services publics qui sont amenés à fermer parce qu'il fait trop chaud, notamment parfois les déchetteries en période de canicule. Tout ça, ça va générer de l'agressivité, des tensions de la part des usagers. Donc tout ça, ça s'anticipe, ça se prévient et finalement en se posant toutes ces questions-là, on arrive à anticiper toutes ces problématiques. Alors, en termes de dotation préventive, à La Rochelle, on a testé beaucoup de choses. Des gourdes isothermes avec une contenance suffisamment grande pour que nos agents puissent tenir la demi-journée. Alors là, je vous montre 750 ml. L'idée, c'est qu'on leur en donne 2 quand même. Comme ça, ils en ont 2 le matin, 2 l'après-midi. Et puis, ça marche aussi en hiver pour y mettre des boissons chaudes. Donc, ça répond à une double problématique. Pour les agents qui travaillent un petit peu plus dans les bureaux, on a également des brumisateurs, mais on les donne aussi en extérieur. On a donné de la crème solaire. On a mis à disposition de chacun de nos bâtiments un thermomètre avec une petite fiche pour relever la température et une procédure. Comment on prend la température dans les locaux? Est-ce qu'on se met devant la fenêtre, à côté du poste informatique qui génère la chaleur? À quelle hauteur il faut positionner le thermomètre? Au bout de combien de temps la température est fiable? Voilà, l'idée est que les agents puissent nous faire remonter les données de température dans les locaux et qu'on puisse les exploiter derrière. Et puis, on a également acquis des sondes connectées qui nous permettent de connaître à la fois la température, l'humidité, la qualité de l'air intérieur, la luminosité et bien d'autres paramètres, de manière à pouvoir suivre l'évolution au cours de la journée et au fil du temps, et de voir un petit peu aussi les conditions d'isolation de nos bâtiments. En termes de protection individuelle, donc je vous ai parlé du changement de couleur au niveau des vêtements ou de visibilité. Mais on a également testé tout un tas de vêtements rafraîchissants, des gilets, des casquettes, des bandeaux, des t-shirts, etc. Alors avec des bons retours, des moins bons retours. Ce que je tiens à souligner, c'est que ça évolue rapidement, les vêtements de travail en lien avec la chaleur, qu'il faut surveiller ça de près. En général, les fournisseurs nous alertent, en tout cas, quand ils ont des nouveautés et nous permettent de les tester. On a également testé les casquettes sahariennes qui permettent de protéger du soleil, mais aussi de rafraîchir quand on les humidifie. Les lunettes de soleil, le bracelet anti-coup de chaleur qui nous donne une alerte quand la température interne corporelle commence à augmenter et nous indique de nous reposer. Et bien d'autres. Donc là, soyez vigilants, regardez un petit peu ce qui se passe dans les nouveautés. C'est toujours utile. Ce qui permet, vous dites, qui indique lorsqu'il faut se reposer pour les bracelets anti-coup de chaleur, ce qui veut dire qu'en termes d'organisation du travail, on permet tout à fait le repos, que voilà, l'ensemble du collectif a évolué dans ses pratiques aussi et on le permet. De toute façon, on le conseille même, j'ai l'impression. Et il le faut parce que quand la température corporelle interne commence à augmenter, c'est un signe d'un potentiel malaise. Donc, on leur recommande de s'hydrater, de se mettre à l'ombre et de se reposer aussi. Et à partir du moment où la température commence à redescendre et à revenir à une température correcte, la montre arrête de sonner. Donc voilà, c'est un bon outil de prévention pour chacun. Juste dire que le risque, allez-y. Juste dire que le risque peut être mortel. Il y a quand même eu 12 signalements d'accidents du travail mortels depuis 2020 et il y en a eu 7 en 2022. Donc le risque n'est pas à prendre à la légère. Ça peut être un risque mortel. Oui, derrière, tout à fait. Derrière, c'est l'être humain, enfin, c'est ce qui sort de plus en plus. Les canicules sont à l'origine de décès de plus en plus importants. Ouais, pas que les personnes fragiles. Là, c'est vraiment dans le cadre du travail. Exactement. Et donc, dans le cadre du travail, on peut imaginer effectivement que l'impact soit présent aussi fortement que vous venez de le mentionner. C'est vraiment
Et on s'y prend à l'avance, hein, c'est ce que vous venez de dire. C'est aussi pour ça que nous avons tenu à tenir cette visioconférence maintenant, parce que pour anticiper sur les potentielles vagues de chaleur, puisque nous focusons un petit peu sur la chaleur là, c'est maintenant que l'on met en place un certain nombre de précautions et d'éléments de prévention. Pauline, je vous ai interrompu, est-ce que vous aviez d'autres points à partager avec nous? Non, je vais juste rebondir quand même. Effectivement, l'anticipation, c'est la clé, mais il y a aussi l'amélioration continue. C'est pas parce qu'on a réglé une première problématique qu'il faut s'arrêter là. Le réchauffement climatique, il va croître toujours de plus en plus, donc il faut continuer à être proactif et avancer sur ces questions-là. Et j'imagine, là, je vous pose la question à tous les deux. Vous disiez tout à l'heure, donc il y a aussi dans ces actions de prévention et ces solutions, un moment où l'on parle du changement climatique, un moment où on fait le point sur l'évolution du territoire. De fait, même si là, vous parliez de chaleur, on prépare aussi les agents à d'autres événements liés au dérèglement climatique. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu constater? Vous, Pauline, vous êtes à La Rochelle aussi éventuellement en risque de submersion. Est-ce que vous sentez que ça prépare aussi, du coup, les agents à ces risques-là en termes de santé? Oui, alors on est une collectivité, je dirais, assez avancée où on parle tous des impacts du réchauffement climatique sur notre territoire. On est plusieurs services à travailler sur ce sujet-là et on le fait ensemble et c'est ça qui est intéressant. Donc effectivement, il y a peu de temps, on a travaillé à La Rochelle sur un exercice submersion, c'était au mois d'avril, un exercice EOL, où nos agents ont été rassemblés sur le port de manière à mettre en place des protections. Et moi, j'étais là un petit peu en accompagnement pour voir les conditions de travail de ces agents et leur proposer aussi des améliorations, des solutions techniques pour qu'ils vivent au mieux ces périodes de crise, parce qu'on se prépare bien à des périodes de crise. Voilà, le fait de pouvoir travailler et d'échanger tous ensemble, je trouve que c'est intéressant et c'est comme ça qu'on avance. Pauline, est-ce que le guide livret prévention du travail par forte chaleur et le guide pour les agents sont et seront disponibles en ligne? Je crois que ça va être le cas. Hein. Oui, alors je vous disais tout à l'heure qu'on était dans le cadre d'un accompagnement par l'ANACT, d'un appel à manifestation d'intérêt. Et du coup, le site sera publié sur le site de l'ANACT. Donc, vous y aurez accès. Voilà, à l'ensemble de ce guide. Alors, il nous reste quelques minutes pour échanger et préciser un certain nombre de points. L'étude que vous avez mentionnée, Philippe, elle est disponible bien évidemment sur le site de l'Observatoire. On y trouve des expériences, La Rochelle, bien évidemment, mais d'autres expériences. Et tout à l'heure, vous mentionniez Grenoble. Alors, je m'adresse à tous les deux. Quelles autres expériences ou initiatives que vous n'avez peut-être pas mentionnées, que vous avez peut-être fait, Pauline, mais que vous n'avez pas mentionné, l'exemple de Grenoble ou d'autres villes permettent de mettre en évidence? Ça, c'est ma première question. Et puis, je vous en poserai une autre aussi. La Rochelle Agglo, c'est quand même une collectivité qui a des moyens. Qu'est-ce qui se passe pour les toutes petites collectivités? Comment est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il est important de faire? Comment est-ce qu'on peut avancer progressivement? Pauline, où j'y vais, je commence. Allez-y, je compléterai. Bon. Alors, oui, effectivement, des collectivités qui ont des équipes qui peuvent travailler sur les sujets, c'est forcément plus facile. C'est plus compliqué sur des petites collectivités. Bon, ça peut être pris en charge par une démarche avec le centre de gestion. Parfois, c'est souvent géré aussi au niveau de l'intercommunalité. En tout cas, nous, la MNT, on se positionne en appui de ces initiatives. On a mis en place des formations, des sensibilisations actions qui peuvent se dérouler sur une journée et qui sont là pour travailler avec un collectif de travail, à réfléchir ensemble à la manière d'appréhender le sujet. Donc là, il faut être très pratico-pratique, très pragmatique. On peut avoir quelques apports un peu théoriques qui sont aussi nourris par des expériences qui font gagner du temps. Celle de La Rochelle peut faire gagner beaucoup de temps à beaucoup de collectivités, mais on descend au niveau de l'activité d'un service.
Et puis, on va également mettre en place à partir de 2026 des ateliers d'adaptation au changement climatique. C'est un modèle qui est tout à fait rodé et qu'on va amener à la disponibilité, à la disposition des collectivités. Publication de l'étude, effectivement, de l'Observatoire que je mentionnais, parce qu'elle donne aussi beaucoup de pistes. Alors, je n'ai pas vraiment une ou d'autres collectivités à citer. Si je devais en citer une, c'est celle qu'on a récompensée à l'occasion des prix santé et mieux-être au travail de la MNT, remis au Salon des maires. C'est la communauté d'agglo du pays de Saint-Omer qui a aussi travaillé sur tous ces enjeux climatiques et environnementaux, parce que finalement, le sujet, on l'a beaucoup abordé là sur le risque lié au travail. Mais on est sur des enjeux de santé publique, on est sur des enjeux de santé-environnement, donc de toute la population. Et là-dedans, il n'y a pas que les sujets de la chaleur, il y a tous les enjeux de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de l'alimentation. Et là, les collectivités, elles ont un rôle essentiel à jouer par rapport aux politiques publiques qui sont menées. Quelle alimentation j'amène dans la restauration collective, dans les écoles? Parce qu'on sait aussi que la manière dont on se nourrit, les perturbateurs endocriniens qui sont une source très inquiétante pour la santé publique, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais il y a vraiment des enjeux énormes autour de ça, avec des flambées, des maladies chroniques évolutives liées aux perturbateurs endocriniens. Les collectivités, elles ont des rôles à jouer sur l'accès aux soins, l'accès à la santé, et les politiques de prévention en santé au travail, mais aussi de prévention pour toute la population sont absolument essentielles. Voilà, le sujet est beaucoup plus global, mais on essaie d'accompagner en tout cas nos collectivités dans ces réflexions. Et puis d'être dans une approche systémique en tant qu'employeur public et en tant que collectif. C'est juste pas possible de découper en tranches. C'est pas Exactement. Sachant que l'un nourrit l'autre, forcément, les solutions que l'on va trouver pour les agents vont permettre d'avoir des politiques publiques peut-être plus en avance et inversement. Alors, Pauline, j'aurais une question très précise après à vous poser, mais sur cet enjeu de taille de collectivité, et puis qu'est-ce que vous avez observé? J'imagine que vous partagez avec des collègues dans d'autres collectivités, comme autre expérience ou outil qui aurait été inspirant. Alors, pour rassurer toutes les petites collectivités, faire de la prévention en lien avec le travail par forte chaleur et le changement climatique, c'est avant tout du bon sens. Il y a beaucoup d'actions qui sont peu coûteuses. Encore faut-il se rendre compte des réalités du terrain, échanger avec les agents qui sont confrontés à ces contraintes et co-construire ensemble finalement des solutions plus acceptables pour chacun. Donc voilà, aller sur le terrain, échanger avec les agents et trouver ensemble des solutions qui, pour la plupart, seront peu coûteuses, je vous rassure tout de suite. Concernant les sujets inspirants, alors moi, je vais revenir sur Grenoble quand même. J'ai beaucoup échangé avec eux et travaillé avec eux. Et il y a quelque chose, il y a un sujet qui pour moi, est très intéressant et qu'il faut tous garder en tête. Ça va être les renoncements en lien avec les métiers de demain. Aujourd'hui, par exemple, un agent des espaces verts ne travaillera pas comme demain. Il va devoir renoncer à arroser ses plantes comme il le faisait jusqu'à présent. Il va devoir travailler avec de nouvelles plantes, apprendre, développer de nouvelles compétences. Et ça, c'est intéressant de s'interroger sur ce changement tout de suite. Grenoble m'avait notamment parlé d'un métier, et ça avait été frappant pour moi, ce sont les agents qui travaillent dans les parcs automobiles, qui s'assurent de l'entretien des véhicules. Il y a quelques années, c'était des mécaniciens qui travaillaient sur des voitures classiques. Maintenant, ça devient des électriciens qui travaillent sur des voitures électriques. Et voilà, plus on va intégrer ces changements qui vont s'opérer sur l'ensemble des métiers, plus on sera dans le juste pour demain sur la prévention des risques professionnels. Donc, je pense qu'il faut s'en inspirer dès aujourd'hui. Ce que vous mentionniez, Philippe, dans l'étude, aussi passer en revue l'ensemble des métiers. Oui. Pauline, on a une question très précise. Combien de casquettes sahariennes et de vêtements rafraîchissants par agent? Alors, une seule. Une seule. On n'a pas déployé auprès de l'ensemble de nos agents et de nos services toutes les protections que je vous ai montrées, alors qu'elles sont individuelles ou collectives. On a d'abord ciblé les services qui étaient le plus impactés sur le réchauffement climatique et on a testé ces solutions à l'échelle de services. Ce qui marche, on peut le déployer par la suite. Ce qui fonctionne moins bien, on ne le déploie pas. L'idée, ce n'est pas d'investir à outrance et d'acheter des choses qui ne seront pas utilisées par la suite. Donc voilà, on déploie petit à petit en fonction des services dans lesquels on va.
Et vous disiez tout à l'heure que vos fournisseurs avaient même maintenant le réflexe de vous informer des évolutions technologiques. Comment est-ce qu'on peut se renseigner sur ces aspects-là, en termes de commandes publiques, par exemple? Alors, en fait, dès le début du projet, moi, j'ai associé les fournisseurs Mmh. locaux. Je voulais que ce soit ceux qui sont sur notre territoire qui travaillent avec nous. Donc, j'en ai sollicité 3 et dès le début, ils sont venus nous présenter leurs nouveautés. Et en général, quand on sollicite les fournisseurs locaux avec lesquels on souhaite travailler, ils nous donnent leurs EPI pour qu'on les teste, qu'on puisse leur faire un retour. Voilà, donc c'est un partenariat qu'on développe. Et puis après, effectivement, quand ça match, on passe par les marchés publics en fonction des quantités de pays souhaitées. Parfait. Donc là, démarche cohérente jusqu'au bout, et sur, l'enjeu et également, environnemental, hein. Simplement, on reste dans les clous au niveau des enjeux d'hygiène et de sécurité si on a un matériel qui est proposé? Alors, parfois, on en propose plusieurs, hein, ça dépend vraiment des solutions qu'on peut avoir. Il y a pas de règle, en fait. Parfait. Écoutez, nous arrivons, d'ores et déjà au terme de cette visioconférence. Philippe, est-ce que vous avez un mot, pour, conclure en 30 Oui, secondes? oui, la montagne peut paraître énorme à gravir quand on attaque ces sujets-là, donc il faut être très pragmatique, comme le disait Pauline. Souvent, les solutions, elles sont très sur le terrain. On peut avoir besoin de s'inspirer d'autres initiatives pour gagner du temps. Et c'est en tout cas, nous, ce qu'on essaie de proposer aux collectivités, leur faire gagner du temps en leur faisant bénéficier de l'expérience des actions qu'on accompagne dans d'autres collectivités. C'est le sens de cette étude qui vient d'être publiée et d'autres publications à venir, notamment sur le travail à la chaleur. Donc, restez en veille, mais c'est maintenant qu'il faut se préparer parce qu'au mois de juillet, il sera trop tard. Donc, il faut vraiment anticiper à tout point de vue. Merci. Pauline, 30 secondes, peut-être Petit mot de la l'impact fin, voilà, que vous avez constaté déjà sur les agents. je dirais, n'hésitez pas à vous rapprocher d'autres collectivités parce que les problématiques qu'on a chez soi, généralement, on les a aussi chez nos voisins. L'échange est très utile pour avancer au mieux. Alors, écoutez, je ne résiste pas. On a une dernière question qui est très concrète, mais qui peut aider. Pensez-vous que nous puissions, Pauline, pensez-vous que nous puissions instaurer le port des t-shirts HV à manches longues, anti-UV, c'est ça, non? HV, Ouais. oui, Alors, je pense que oui, effectivement. d'accord. Par contre, ça s'accompagne. Il faut faire preuve de pédagogie pour expliquer aux agents l'intérêt, l'objectif. L'objectif, c'est de préserver leur santé. Là, rapprochez-vous de Grenoble, allez voir sur leur site. Ils ont fait intervenir des équipes de médecins pour sensibiliser au cancer de la peau, faire des tests sur les agents. Voilà, quand on passe par cette pédagogie-là, en général, on arrive à convaincre sans problème. Et on va bientôt avoir des retours d'expérience en termes d'impact, donc ça va nous faire gagner du temps aussi. Je vous remercie. Malheureusement, nous arrivons à la fin du temps dont nous disposions pour cette visioconférence. Nous allons devoir mettre un terme à cette séquence de questions-réponses. Comme toujours, la visioconférence a donné lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne dans les jours à venir et dans tous les cas, un lien vous sera envoyé par email. Je remercie la MNT, partenaire de cette visioconférence, et je vous remercie particulièrement tous les deux. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente journée. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.